The Supreme Court has dealt a significant blow to the Trump administration, blocking the president from deploying the National Guard to Chicago. In the 6-3 ruling, the court's 3 liberal justices were joined by Chief Justice John Roberts, Justice Amy Coney Barrett, and Justice Brett Kavanaugh. And today's decision could jeopardize Guard deployments in other cities. With us now, CNN senior legal analyst Ellie Holding is a former federal prosecutor. Walk us through the reasoning here from the Supreme Court, which I have to say is truly interesting. It really is. It's an unusual decision and a major setback for the Trump administration, not just in Chicago, but more broadly. Certaines décisions judiciaires s'imposent non seulement par leur contenu, mais aussi par le type de limites qu'elles redessinent au sein de la structure du pouvoir en vigueur. Dans la nuit du 20 janvier, lors d'une session extraordinaire d'urgence, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision qui a immédiatement modifié l'équilibre fonctionnel entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. La décision, approuvée par 7 voix contre 2, a invalidé les dispositions centrales d'une série de décrets exécutifs qui étaient utilisés par la Maison-Blanche comme un instrument direct d'ingérence dans les agences indépendantes et les commandements militaires des États. L'affaire, qui a débuté par des actions parallèles devant les tribunaux fédéraux de l'Oregon, de Virginie et du Minnesota, a été portée devant la Cour suprême dans le cadre d'une consolidation procédurale jugée inhabituelle, et a été examinée en urgence après plusieurs demandes de suspension présentées par des procureurs d'État. Au terme de plus de 4 heures de délibération interne, la Cour a reconnu que l'ensemble des ordres contestés représentaient, selon les termes mêmes du vote majoritaire, une expansion exécutive qui compromet l'équilibre fonctionnel de la fédération. La décision a eu un effet immédiat, touchant directement plus de 30 directives qui étaient appliquées dans des départements tels que la justice, la sécurité intérieure, le budget et la défense nationale, générant, selon des sources du gouvernement lui-même, une situation de discontinuité administrative susceptible de s'étendre. Cet épisode marque un tournant juridique rare, non seulement par l'ampleur de ses effets, mais aussi par le type de langage utilisé dans le vote majoritaire et dans les déclarations séparées. Dans son opinion concurrente, la juge Amy Coney Barrett, nommée par le président en exercice lui-même, a déclaré que « Aucun président n'a le pouvoir d'invalider, par décret, ce qui a été établi par la loi ». Le président de la Cour, John Roberts, a quant à lui souligné que « Les autorités sans contrainte dénaturent non plus l'esprit républicain au point le plus vital de sa structure ». Le choix des mots, soigneusement analysé par les juristes et les médias, indique non seulement un jugement technique, mais aussi un signal institutionnel délibéré sur les limites de l'action présidentielle dans des contextes de normalité constitutionnelle. Les ministres se sont penchés sur l'utilisation, par l'exécutif, de dispositifs juridiques qui permettraient, en théorie, de prendre le contrôle direct des unités de la garde nationale des États, de reformuler les commandements internes des agences de régulation et de modifier les règles d'embauche et de licenciement des fonctionnaires sans l'approbation du Congrès. Ces dispositifs étaient appliqués de manière cumulative depuis le début du 2e mandat présidentiel, sous le prétexte de l'efficacité décisionnelle dans un environnement critique. La Cour a toutefois estimé que la somme de ces prérogatives se traduisait par une centralisation incompatible avec la conception fédérale. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Immédiatement après la publication de la décision, les services juridiques d'au moins 8 agences fédérales ont entamé des consultations formelles afin de réexaminer la validité des procédures administratives menées sur la base des ordonnances désormais suspendues. Parmi les thèmes concernés figurent les programmes de surveillance des frontières, les redéfinitions budgétaires exécutées par décret, les modifications des structures de commandement au sein de la Commission du commerce et des agences environnementales, ainsi que la réorganisation directe des conseils, qui, selon la loi, devraient conserver leur autonomie technique. Dans une note publiée quelques heures après le jugement, le ministère de la Justice a reconnu que la décision nécessite une réévaluation immédiate des procédures internes qui dépendaient d'une interprétation étendue de l'autorité exécutive. La Maison-Blanche, quant à elle, s'est contentée de déclarer qu'elle, respectueusement, désapprouve l'interprétation adoptée par le tribunal et évaluera les prochaines étapes à la lumière de l'intérêt public. Des sources internes ont toutefois admis qu'une partie importante des directives désormais invalidées servait de base au fonctionnement courant d'organes clés de l'administration, ce qui pourrait entraîner des retards opérationnels, des conflits internes de compétences et une révision en profondeur des stratégies administratives. D'un point de vue juridique, cette décision est considérée par les analystes comme le plus grand frein institutionnel à la présidence depuis l'affaire United States versus Nixon en 1974,
lorsque la Cour a déterminé que le président de l'époque ne pouvait invoquer le privilège exécutif absolu pour empêcher l'accès aux enregistrements demandés par le Congrès. Tout comme dans cet épisode, le jugement actuel établit non seulement une limite matérielle, mais réaffirme la capacité du pouvoir judiciaire à arbitrer, de manière souveraine, les contours du pouvoir exécutif en temps normal. Ce qui surprend cette fois-ci, c'est la composition de la majorité. Outre les ministres traditionnellement alignés sur l'interprétation restrictive du pouvoir présidentiel, la décision a bénéficié du vote de 3 personnes nommées par l'administration actuelle. Ce qui indique une scission importante au sein même du camp juridique conservateur. Les juristes soulignent que, bien que chaque ministre ait adopté des arguments différents, il y a eu convergence sur le point central. La présidence n'a pas le pouvoir de réécrire unilatéralement les attributions des institutions dont l'autonomie a été définie par la loi fédérale. Ce raisonnement crée un précédent interprétatif solide dont l'application pourrait s'étendre à d'autres fronts, où l'exécutif a cherché à élargir sa marge de manœuvre par le biais d'ordonnances administratives non approuvées par le législatif. La manière même dont la Cour a choisi de communiquer sa décision a également été interprétée comme un signe de préoccupation quant à la réaction politique au jugement. Au lieu de publier un communiqué unique, la Cour a publié séparément les opinions concordantes et dissidentes, avec des extraits mis en évidence dans un langage accessible au grand public. Cette mesure a eu pour effet immédiat une vague de réactions institutionnelles, avec des manifestations publiques d'associations de magistrats, de conseils d'État, de gouverneurs et d'anciens hauts fonctionnaires, notamment d'anciens juges, fédéraux et d'anciens directeurs d'agences touchés par la décision. Certains ont déclaré que cette mesure rétablissait la primauté constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, tandis que d'autres ont averti que la suspension soudaine des ordonnances en vigueur pouvait entraîner un vide de commandement dans certains domaines de l'administration publique. Parallèlement, des parlementaires des 2 partis ont entamé des démarches pour demander des audiences d'urgence afin d'évaluer les impacts opérationnels de la décision sur les structures gouvernementales, notamment dans des domaines tels que la sécurité intérieure, l'immigration et la gestion budgétaire. Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une série d'épisodes dans lesquels la structure juridique du pouvoir exécutif a été mise à rude épreuve. La décision de la Cour suprême s'inscrit dans ce contexte et exige une attention particulière pour les développements à venir. Pour ceux qui suivent le fonctionnement du système politique américain, il devient de plus en plus nécessaire de comprendre comment les mécanismes de contrôle institutionnel sont activés dans des moments comme celui-ci. C'est dans ce contexte que la décision de la Cour suprême s'inscrit dans un contexte plus large de redéfinition des frontières institutionnelles aux États-Unis. En invalidant les décrets exécutifs, qui modifiaient unilatéralement les structures de commandement et les critères opérationnels des agences fédérales, la Cour est intervenue dans une dynamique qui se consolidait depuis le début du 2e mandat présidentiel, la normalisation des décrets comme principal instrument de transformation administrative, sans consultation du Congrès, ni déférence envers les agences techniques. Ce modèle était contesté de manière fragmentée dans les instances inférieures. Mais il a pris de l'ampleur après un avis technique émis par le Bureau de la responsabilité gouvernementale qui mettait en garde contre l'utilisation cumulative de décrets affectant les pouvoirs budgétaires, réglementaires et militaires sans débat législatif. 6 weeks Le document ago, a circulé discrètement I stood entre les beneath commissions du Sénat et de la Chambre des représentants en septembre de l'année précédente, servant de catalyseur à des actions conjointes des gouverneurs et des conseils d'État qui alléguaient un détournement de finalité dans l'utilisation des prérogatives présidentielles. À partir de ce moment, le conflit a cessé d'être uniquement juridique et a commencé à impliquer des variables politiques et fédératives complexes. Les gouverneurs d'État, tels que l'Oregon, l'Illinois et New York, ont commencé à faire appel à leurs services juridiques pour contester judiciairement le déploiement de troupes de la garde nationale pour des missions nationales sans le consentement de l'État. Ces actions se fondaient essentiellement sur la clause constitutionnelle qui réserve aux États le commandement des milices locales, sauf en cas d'urgence nationale formellement reconnue par le Congrès. La tentative de l'exécutif de réinterpréter cette disposition par le biais d'un décret élargissant son champ d'application a suscité des réactions immédiates au sein des commissions militaires, du département de la Défense et des associations de procureurs d'État. Le Conseil national des gouverneurs a publié en novembre une note technique alertant sur le risque d'érosion fédérale face à la centralisation des commandements opérationnels à Washington. Le ministère de la Défense lui-même a produit des avis internes, rendus publics après la décision de la Cour, dans lesquels il reconnaissait que
la base juridique de certains décrets était, au mieux, juridiquement fragile. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la décision de la Cour suprême a eu un impact immédiat non seulement sur les cibles directes des décrets invalidés, mais aussi sur les sphères administratives et parlementaires, qui jusqu'alors évitaient les confrontations ouvertes avec l'exécutif. Au sein du Congrès, au moins 4 commissions ont déjà annoncé des audiences pour examiner les effets collatéraux des mesures qui ont désormais perdu leur validité. La commission de surveillance de la Chambre des représentants a l'intention d'entendre d'anciens directeurs de l'Agence de protection de l'environnement et de la Commission fédérale des communications, dont les structures internes ont été reconfigurées par des décrets désormais annulés. Au Sénat, la Commission des forces armées a convoqué des représentants de la Garde nationale pour rendre compte de la manière dont les décrets présidentiels ont affecté la doctrine opérationnelle des troupes d'État. En outre, la Commission des crédits entend examiner les ajustements budgétaires unilatéraux effectués au cours des 10 derniers mois, sur la base de décrets transférant des fonds entre les départements sans autorisation législative expresse. La légalité de ces mesures exécutives était soutenue par des interprétations juridiques internes produites par le service juridique de la Maison-Blanche, qui fondait les ordres sur la clause des pouvoirs implicites du chef de l'exécutif. Cette thèse a toutefois été contestée avec plus d'intensité après la publication d'avis externes, notamment des analyses de professeurs de droit constitutionnel de Yale, Columbia et Georgetown. Selon ces avis, la notion de pouvoir implicite ne pouvait être utilisée pour supprimer les autonomies prévues par la loi, ni pour remplacer les attributions du Congrès, sous peine de violer frontalement le principe de la séparation des pouvoirs. Cette interprétation a été indirectement intégrée par le vote majoritaire de la Cour suprême, qui a souligné l'impossibilité d'utiliser les prérogatives exécutives pour redessiner unilatéralement l'architecture institutionnelle de l'État. Le langage adopté dans ce passage est considéré par les juristes comme indicatif d'un nouveau cadre interprétatif qui pourrait orienter les futurs conflits concernant l'extension du pouvoir présidentiel, y compris dans des domaines tels que les nominations, les contrats administratifs et la sécurité intérieure. Sur la base de ce nouveau scénario juridique, les agences qui fonctionnaient selon des directives exécutives désormais suspendues ont commencé à opérer en mode de restriction. La Commission du commerce a suspendu ses réunions délibératives jusqu'à ce que ses paramètres opérationnels soient redéfinis. La National Security Administration a suspendu, par mesure de précaution, les procédures qui avaient été simplifiées par décret. Le département du budget a gelé les transferts entre les lignes budgétaires qui n'avaient pas fait l'objet d'une prévision légale préalable. Ces mouvements indiquent non seulement l'impact pratique de la décision, mais aussi une réaction systémique de retrait administratif face à l'insécurité juridique instaurée. En interne, les services techniques cherchent à rétablir les procédures antérieures, tandis que les cabinets juridiques engagés par l'exécutif tentent d'élaborer une stratégie visant à limiter la portée rétroactive de la décision de la Cour. Selon les analystes, le risque est que les mesures adoptées sur la base des ordonnances suspendues puissent être jugées rétroactivement, ce qui aurait un effet domino sur les politiques publiques déjà mises en œuvre. C'est pourquoi, face à des mouvements aussi étroitement liés entre les sphères juridiques, administratives et fédérales, il est essentiel de suivre le déroulement des prochaines étapes avec une attention redoublée et une contextualisation continue. En période de redéfinition institutionnelle, une analyse qualifiée et un suivi rigoureux sont encore plus nécessaires pour comprendre les effets cumulatifs des décisions prises par les instances supérieures. Il existe des divergences d'interprétation importantes quant à la portée réelle de la décision de la Cour suprême, et celle-ci ne se limite pas au débat technique sur le droit. Pour certains constitutionnalistes, le jugement doit être compris comme un signe de correction systémique, axé moins sur le contenu littéral de certains décrets exécutifs que sur la logique opérationnelle qui a guidé l'exécutif au cours des dernières années. Selon cette interprétation, la Cour n'aurait pas réagi à un épisode isolé, mais à un modèle de production normative marqué par des mesures unilatérales successives, conçues comme une stratégie gouvernementale et non comme une réponse exceptionnelle à des situations extraordinaires. L'accent est donc mis sur l'effet cumulatif de cette pratique. À mesure que les décrets remplacent les négociations institutionnelles, l'espace réel du pouvoir législatif se réduit, et les organes dotés d'une autonomie technique commencent à fonctionner selon des directives qui n'ont été ni discutées ni convenues dans le circuit formel du système politique. Ce groupe d'experts fait valoir que la Cour a identifié une sorte de déviation progressive de l'architecture institutionnelle.
Le problème ne réside pas seulement dans d'éventuels excès matériels d'un ordre spécifique, mais dans le schéma à long terme qui s'est formé par répétition. Lorsque les instruments exécutifs deviennent le canal prioritaire pour les décisions complexes, le système se reconfigure de l'intérieur, produisant un présidentialisme plus concentré que ne le prévoit l'esprit constitutionnel. Ainsi, selon ces analystes, la décision aurait été une intervention préventive et structurelle, un moyen d'interrompre, avant le point de non-retour, la normalisation d'un régime de gouvernement basé sur un commandement administratif continu. A l'inverse, certains juristes considèrent que le jugement est juridiquement défendable, mais politiquement risqué dans ses effets futurs. Pour ce groupe, le danger est que la Cour ait excessivement élargi la portée du précédent, imposant des restrictions trop larges et réduisant la marge de manœuvre des présidents confrontés à des situations où la lenteur institutionnelle peut entraîner des coûts immédiats. Dans cette perspective, la critique ne se limite pas au fond de l'affaire, mais à son effet indirect. En fixant une limite trop stricte à l'utilisation des instruments exécutifs, la Cour pourrait avoir créé une jurisprudence qui, en cas de crise réelle, rendrait difficile toute réaction rapide dans des domaines tels que la sécurité intérieure, les urgences fiscales et la gestion des risques systémiques. En d'autres termes, le débat ne se résume pas à « le décret était-il valide ou invalide ?», mais à « quel est le point d'équilibre entre la restriction constitutionnelle et la capacité de réponse du gouvernement ?» Même parmi les magistrats à la retraite, les réactions publiques reflètent cette ambivalence. Certains soulignent que la Cour suprême a réaffirmé de manière inhabituelle le rôle central des freins et contrepoids, soulignant que les décisions de ce type sont rares, précisément parce qu'elles comportent des risques, mais que, lorsqu'elles sont nécessaires, elles fonctionnent comme un mécanisme de préservation du modèle républicain. Pour ce camp, la Cour aurait exercé son rôle institutionnel le plus classique, marquer la limite où la commodité administrative commence à éroder les compétences réparties constitutionnellement. D'autres anciens magistrats, cependant, tout en reconnaissant le fondement juridique, expriment leur inquiétude quant au contexte politique et aux coûts à court terme. Ils font valoir que l'annulation soudaine de dispositions largement utilisées par l'exécutif peut entraîner une désorganisation administrative, bloquer des programmes en cours et produire une insécurité juridique en chaîne. En outre, ils mettent en garde contre le risque de lecture publique. Lorsqu'une décision a un impact politique important et intervient dans un environnement déjà polarisé, elle tend à alimenter les interprétations sur la neutralité institutionnelle, indépendamment de la rigueur technique du texte juridique. Ce point révèle un dilemme permanent pour la Cour suprême. Agir peut être considéré comme une ingérence politique. Ne pas agir peut être interprété comme une connivence avec l'érosion des limites. Sur le plan politique, les effets immédiats se répartissent sur deux fronts distincts. D'une part, les parlementaires, qui critiquaient l'utilisation systématique des décrets exécutifs comme instrument de contournement institutionnel, gagnent en puissance. Beaucoup d'entre eux avaient déjà pris des initiatives pour réviser la loi sur les pouvoirs d'urgence. Mais ils bénéficient désormais d'un soutien juridique supérieur pour justifier des changements législatifs et renforcer les mécanismes de contrôle. D'autre part, la décision crée un problème pour les alliés de l'exécutif qui soutenaient publiquement et de manière répétée que toutes les mesures adoptées avaient un fondement juridique solide et étaient à moitié cohérentes avec les précédents historiques. Avec cette nouvelle configuration, la ligne de défense doit être reformulée. Et cette nécessité de réajustement discursif tend à accroître les tensions entre l'exécutif et le Congrès. Dans ce contexte, la majorité au Sénat a déjà manifesté son intérêt pour la convocation d'audiences consacrée à la discussion des limites matérielles de l'autorité exécutive en période de stabilité institutionnelle. Il est important de noter que, jusqu'à récemment, cette question était traitée comme un sujet technique, réservé aux spécialistes et peu visible par le grand public. La décision judiciaire, cependant, place le sujet au centre du débat politique, le transformant en un élément stratégique pour réorganiser les relations entre les institutions et rediscuter les paramètres du présidentialisme. Les analystes soulignent également les conséquences au sein même de la Maison-Blanche. À moyen terme, le jugement pourrait entraîner une révision des procédures internes d'élaboration des décrets et des ordres exécutifs. Traditionnellement, ces actes sont soumis à des filtres juridiques préalables, à un examen rigoureux et à une validation formelle avant d'être publiés. Cependant, des rapports récents suggèrent que ce processus aurait été affaibli ces dernières années. Les évaluations indépendantes ayant été remplacées par des mémorandums internes élaborés à la demande, à un rythme accéléré,
et avec moins de recul technique. Si cette tendance se confirme lors des prochaines audiences, un nouveau cycle de remise en question d'autres décrets encore en vigueur pourrait voir le jour, élargissant la portée réelle de la décision au-delà de l'affaire initiale. On spécule déjà que la jurisprudence établie servira de catalyseur à une vague de litiges supplémentaires. En créant une base interprétative plus restrictive, la décision tend à encourager les actions en justice contre les décrets et les directives exécutives dans des domaines qui n'étaient peut-être pas directement au centre du conflit initial. Des secteurs tels que la réglementation financière, la politique en matière de données, les contrats d'infrastructure et les décisions administratives de grande envergure pourraient en devenir des cibles fréquentes de contestation. Même si toutes les actions ne aboutissent pas, l'augmentation du nombre de litiges pourrait avoir un effet dissuasif, amenant l'exécutif à agir avec plus de prudence et à anticiper davantage les risques juridiques. Le défi le plus immédiat, cependant, consiste à transformer une décision constitutionnelle en paramètres administratifs stables. Les départements fédéraux, touchés par l'abrogation des décrets présidentiels, sont en train de réviser leur réglementation, mais font face à des incertitudes quant à la portée rétroactive du jugement. Des doutes concrets subsistent quant aux actes dérivés qui restent valables, ceux qui doivent être révisés, et ceux qui peuvent être considérés comme nuls. Le Bureau du budget du Congrès a indiqué que les mesures mises en œuvre sur la base de directives invalides pourraient nécessiter un nouveau traitement législatif, ce qui entraînerait des retards, des réévaluations et une restructuration des programmes. Parallèlement, les organes de contrôle évaluent si la révision doit avoir lieu automatiquement ou uniquement sur demande formelle externe. Cette incertitude ouvre la voie à des conflits interministériels, à des blocages dans les politiques publiques et à une insécurité juridique sur des questions sensibles telles que l'immigration, la cyberdéfense et la politique énergétique. Dans le milieu universitaire, le jugement a également déclenché une mobilisation visible. Les centres d'études constitutionnelles et les groupes de recherche en politique publique ont commencé à organiser des tables rondes et à publier des analyses comparatives, examinant comment les démocraties consolidées limitent juridiquement le recours aux décrets et aux mécanismes d'exception. Une partie de la doctrine interprète cet épisode comme le début possible d'un nouveau cycle de contention institutionnelle, dans lequel les tribunaux supérieurs adoptent une posture plus active pour mettre fin aux déviations normatives sans attendre les changements électoraux. Une autre partie n'est pas d'accord et craint que ce rôle de premier plan ne pousse le pouvoir judiciaire à jouer un rôle politique excessif, avec un impact négatif sur sa légitimité et son autorité symbolique à long terme. Il n'y a pas encore de consensus sur les effets de cette décision pour le reste du mandat présidentiel. Certains observateurs estiment que le gouvernement sera contraint de rechercher une plus grande coordination avec le Congrès et les agences autonomes, en rétablissant les marges de négociation institutionnelles qui avaient dites été remplacées par un commandement direct. D'autres soutiennent que la Maison-Blanche pourrait réagir plus durement en recherchant de nouvelles voies juridiques et politiques pour réaffirmer son autorité et réduire l'effet concret du jugement. Dans les deux cas, le scénario laisse présager une transition juridique et administrative complexe, dans laquelle les limites du pouvoir présidentiel seront à nouveau testées sur plusieurs fronts, avec un renforcement du contrôle institutionnel et une intensification des conflits. Quelle que soit l'interprétation qui prévaudra, cet épisode s'est déjà imposé comme un tournant dans le conflit contemporain, entre centralisation exécutive et résilience constitutionnelle. Et c'est précisément pour cette raison que suivre son évolution ne consiste pas seulement à suivre un litige spécifique, mais à observer un processus plus large, la définition pratique des limites opérationnelles du présidentialisme, et la manière dont les institutions américaines vont redéfinir leurs frontières dans les années à venir.